Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Merci Lisa d'être présente sur le podcast, je suis vraiment heureuse de te recevoir. Merci à toi pour ton invitation. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites? Eh bien, en fait, je me présente toujours comme nutrithérapeute, même si je suis aussi formée dans d'autres techniques. Je me suis aussi formée en massage ayurvédique, en réflexologie, en naturopathie. Mais je dis toujours que la nutrition, c'est mon dada. Donc, on va dire que voilà, ma casquette, c'est nutrithérapeute. Après, je suis aussi aujourd'hui nomade digitale et entrepreneur ou entrepreneuse. Voilà, moi, je suis pas particulièrement attentive à la terminaison. Mais j'ai vraiment, en fait, eu envie de démocratiser l'accès à la nutrition santé. Et pour ça, j'ai créé un podcast qui s'appelle Au mieux de ta forme, où je parle beaucoup de nutrition, de vision globale de l'être humain et une approche un petit peu plus préventive de la santé, et d'une académie qui est justement l'Académie de la santé préventive qui s'appelle IDJI, dans laquelle j'anime des formations. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être un peu plus comment sont constituées tes journées? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et peut-être ce vers quoi tu voudrais aller potentiellement et faire évoluer ton business dans quelques années? Plein de choses. Je retiens 3 questions principales. Déjà, ma journée type. Ma journée type, il y a celle d'aujourd'hui, celle d'hier et celle de demain. Donc on va dire qu'aujourd'hui, justement, sur ces 6 derniers mois, j'ai été très, très, très prise par mon travail. Je me suis vraiment dédiée à 4000 % sur mon académie, sur ma première formation EG1. Donc j'ai moins de temps pour, mes lectures, pour mes formations, pour, même si je continue les consultations à distance aujourd'hui, on va dire que je suis quand même très focus sur ma formation. Mais s'il y a bien une chose que j'ai gardée depuis toujours, c'est, un minimum de routine matinale. C'est-à-dire que, ma routine matinale, elle a beaucoup changé ces derniers temps. J'ai été un peu une ayatollah des routines matinales avec des routines plutôt longues, mais au moins ça me permettait de faire tout ce que j'avais envie de faire le matin. Aujourd'hui, par manque de temps, elle s'est un peu raccourcie. Mais D'accord? s'il y a bien une chose que je fais toujours, c'est, en fait, par exemple, le matin, je me lève, il y a quelque chose que je conseille à tout le monde de faire, c'est d'utiliser un petit rap-langue. C'est un outil ayurvédique, qui permet de s'enlever les petites toxines qu'on a sur la langue, de réveiller le système digestif en douceur. Donc, une fois qu'on y goûte, on peut pas s'en passer. Si vous tapez rap-langue sur internet, vous allez voir ce que c'est. Donc ça, c'est un truc que je fais depuis des années et des années. Donc j'ai toujours ce petit rap-langue, un verre d'eau le matin. J'ai toujours un moment ou de méditation ou de technique respiratoire. Je combine différentes techniques respiratoires pour donc que ce soit de la cohérence cardiaque ou que ce soit c'est une technique qui s'appelle la technique Soma, donc c'est quelque chose que je pratique. Ça me permet vraiment de m'apaiser et ça m'ancre énormément aussi. Et puis il y a quelque chose aussi que je fais toujours, même si j'ai que 5 minutes le matin, c'est de la visualisation. Yes. Ça, pour moi, c'est la base de la base de la base. C'est-à-dire que, au fur et à mesure des années, je faisais beaucoup de choses différentes, du genre, des techniques énergétiques pour travailler sur l'harmonisation de mes chakras. Alors, oui, c'est un peu plus perché, mais voilà, je suis aussi dans ces dynamiques-là de par mon métier, que ce soit pour de l'ancrage, que ce soit pour, voilà, être plus sereine ou tout simplement avoir un mental un peu plus apaisé. Donc il y avait toutes ces techniques-là. Il y avait de la visualisation aussi par rapport à mes objectifs, que ce soit mes objectifs personnels ou professionnels. Et puis de la visualisation où là, il n'y a pas forcément de choses à dire ou à réfléchir, mais je me laisse porter par l'émotion que je ressens. Et au fur et à mesure en fait de cette routine, je me suis fait mon petit montage à moi que j'écoute tous les matins, où j'ai deux D'accord? trois musiques que j'adore, qui me font vraiment ressentir des émotions fortes. Et il y a la première partie qui est tout un travail énergétique, la deuxième partie qui est plus sur les objectifs pro et perso, et la troisième partie où c'est de la visualisation pure. Et ça m'aide énormément parce que même les jours où je suis un petit peu down ou alors les jours où j'ai une énergie un peu plus basse, le fait d'avoir ce type de musique et d'avoir ça dans les oreilles et d'être vraiment dans une émotion très positive par rapport à tout ce que j'ai pu me dire avant dans les oreilles, ça me... Après, je suis d'attaque pour la journée et il n'y a pas de procrastination possible avec ça. Ok. Voilà. Et ensuite, plus au niveau de quand tu gères ton entreprise, tes différentes tâches de la journée, je pense qu'elles sont Oui, assez variées. tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'était routine matinale. Donc disons qu'aujourd'hui, c'est beaucoup travail, travail, travail. Donc je suis ou en train de faire des consultations. Aujourd'hui, je fais exclusivement des suivis de mes anciens consultants et c'est à distance. Et sinon, je suis sur IDJI. Donc en gros, IDJI, quand je dis IDJI, c'est tout simplement donc mon académie, cette première formation qui est une formation de 6 mois sur laquelle je continue de travailler et qui a pour but en fait de devenir son propre coach en nutrition. Donc à la base, elle est destinée à des particuliers.
finalement, il y a une grosse majorité de professionnels de santé qui la suivent et que ce soit Mhm. par rapport aux études scientifiques, que ce soit par rapport à mes lectures, que ce soit pour la rédaction, le fait de filmer les vidéos, de travailler avec mon équipe, d'échanger avec mon équipe aussi parce que je travaille avec plusieurs personnes. On va dire que le noyau dur, c'est 3 personnes, une personne qui fait tout ce qui est un petit peu SAV, mise en ligne des podcasts, une personne qui fait tout ce qui est graphisme et puis une personne qui me fait tout ce qui est vidéo, montage et cetera et donc bah, tout ce qui est un peu gestion de projet, gestion des tâches, management, voilà, c'est un peu dans mon quotidien et j'essaye d'avoir des time blocks, c'est-à-dire d'avoir vraiment, ça pour moi, c'est hyper important de me dire: «OK, là, pendant 3 heures, je fais que ça». Donc par exemple, si je suis en rédaction, je fais que 3 heures de rédaction. Si j'ai, des appels ou des conf calls prévus avec, l'équipe, bah, je sais que c'est le lundi matin et que le lundi matin, c'est, tout ce qui est un petit peu organisation de la semaine, conf call avec l'équipe, tout ce qui va être un petit peu, voilà, discussion avec, les potentiels partenaires et cetera. Comme ça, mon mental, mon esprit est vraiment, branché sur ça et au moins, je sais que l'après-midi ou les autres jours de la semaine, je peux vraiment être concentrée, un peu comme un écrivain ou une écrivaine sur ma formation et rien d'autre. Parce que j'ai mis beaucoup de temps au début à trouver un bon rythme pour ne pas être interrompue et pouvoir vraiment, une fois que mon cerveau est en mode, création de formation, que je puisse pas en sortir, en fait. Donc Ouais. voilà. Après, justement, tu me disais, pour la suite, comment est-ce que tu vois tes journées? Justement, dans la suite, j'ai vraiment envie de pouvoir bah, de toute façon, ma formation sera très bientôt terminée, donc ce le problème sera réglé en quelque sorte. C'est de garder quand même 4 heures par jour le matin, donc c'est-à-dire après ma routine matinale, d'avoir toujours 4 heures Mhm. dédiées à mon projet principal, donc ça reste mon académie. Et puis, il y a bien sûr, on va dire, 1 à 2 fois par semaine des enregistrements de podcasts. Donc là, je me mets différents blocs dans ma semaine. Je sais qu'il y a d'office, un petit peu de mail tous les jours. Je sais qu'il y a d'office 2 heures que je dédie pour le podcast par semaine. Je sais qu'il y a d'office, j'ai envie de reprendre des formations, donc 4 heures pour une formation, 4 heures pour une autre formation. Donc au cas où, ça va être une formation en aromathérapie parce que j'ai envie de me perfectionner en aromathérapie énergétique. Et il va y avoir aussi une formation en management et en on va dire plus en coaching pro qui va me prendre Ok. du temps et ça, c'est des choses que je dédie plus à l'après-midi. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est hyper important, c'est vraiment de me dire: «Le matin, c'est pour mon projet principal et c'est mon projet à long terme» et donc mon projet à long terme, c'est de faire avancer mon académie. Donc si c'est par exemple, une rédaction de formation, bah, ce sera 4 heures pour une rédaction de formation. Si c'est lire, parce que là, j'ai, 35 bouquins en attente, parce que depuis 6 mois, j'ai mis un peu tout en attente, et bah, ce sera de la lecture pour voilà m'inspirer, me remettre à jour dans mes connaissances. Si c'est, la création d'un nouveau partenariat, enfin ou d'une nouvelle, voilà, j'ai différents projets qui ne seront pas forcément des formations pour 2021. Je sais que le matin, ce sera Mhm. dédié à ça et puis après tout le reste, ce sera calé sur l'après-midi et j'aimerais réintégrer en fin de journée ma petite heure, voire heure et demie de sport quotidienne, parce qu'avant je le faisais tout le temps et là je le fais beaucoup moins souvent parce que, voilà, je suis dans le rouleau compresseur de la création de formation et j'ai envie de terminer tout ça pour, on va dire, reprendre une routine un petit peu plus équilibrée entre voilà, ouais, plus équilibrée entre ma vie pro et perso. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus ton académie, quoi ça consiste, comment ça se passe et depuis combien de temps tu travailles dessus? Alors, en fait, j'ai presque envie de te dire que c'est depuis toujours que je travaille dessus. Je m'explique. Quand j'ai travaillé, donc quand je me suis formée en Suisse parce que, j'avais, voilà, confiance en la qualité de leur formation. Je me suis installée en cabinet à Genève et Lausanne et puis là, j'ai très vite fait le constat que la plupart des personnes qui me consultaient avaient 0 base en nutrition ou pensaient connaître des choses, mais c'était plutôt des informations galvaudées. Donc je me suis dit: «Il y a toute une rééducation nutritionnelle à faire». D'où l'envie de démocratiser l'accès à la nutrition, à la santé et de rendre tout ça plus accessible, à travers les réseaux sociaux, à travers internet. Donc j'ai décidé de digitaliser mon activité et ça a commencé par D'accord. mon podcast, puis par Instagram, puis, les personnes qui me suivaient me disaient: «Ah mais on aimerait bien avoir, un espèce de petit recueil avec les infos clés», donc j'ai créé un e-book et puis il y a eu vraiment un élément déclencheur dont je parle très souvent, ça a été en janvier 2019. J'ai, fait un questionnaire auprès de ma communauté pour leur dire: «Bah, voilà, je vous prépare un petit e-book, un petit livre numérique. Donc dites-moi un petit peu quels sont vos besoins, qu'est-ce qui vous fait souffrir, voilà, où est-ce que vous en êtes?» et j'ai eu tellement de témoignages hyper touchants que, j'étais hyper émue à la lecture de ce questionnaire et je me suis dit: «Mais c'est pas possible qu'on en soit là en 2020, que les gens ont cet état de santé». Surtout que j'ai quand même une communauté plutôt jeune et je me suis Mhm. dit: «Je vais créer une académie».
pour aider les gens à rester en santé. Et puis, en fait, du coup, pour moi, ça a commencé un peu en janvier 2019 en me disant: «OK, par quelle formation je vais commencer?» Donc j'avais beaucoup de gens qui voulaient une formation sur le sport, puis il y avait des gens qui voulaient des formations sur comment drainer son organisme, comment faire des cures, un peu régénérantes et détoxinantes. J'avais des gens qui me disaient: «Ah ben moi, j'ai des soucis intestinaux». Puis en fait, j'ai vite réalisé que pour toutes ces formations, il fallait que je parle de gros piliers essentiels. On peut pas passer à côté, en fait, peu importe la thématique qui nous intéresse en nutrition santé. Donc je me suis dit: «Je vais lancer une toute première formation», c'est pour ça qu'elle s'appelle EG1, qui sera un petit peu le socle. Je donne souvent l'image des fondations, c'est-à-dire que quand on veut construire une maison, on n'est pas là à se dire: «Tiens, quelles sont les poignées de porte que je vais prendre?» ou quelle est la tapisserie que je vais mettre?» On recherche déjà le terrain et on s'assure d'avoir des fondations solides. Mais EG1, c'est ça en fait. Donc EG1, c'est vraiment une formation qui est dense, qui sera certainement la plus dense et complète que je vais faire, parce que voilà, elle est sur 6 mois, et parce qu'elle permet vraiment de devenir autonome par rapport à la nutrition et d'agir vraiment en prévention sur sa santé, et aussi pour la préserver. Et puis si on a des petits symptômes au quotidien, ça permet aussi de résoudre ces soucis-là. Donc après, concrètement, je me suis vraiment, donc il y a eu du chemin hein, entre janvier 2019 et puis aujourd'hui. Mais on va dire qu'à partir de novembre 2019, j'ai vraiment coupé mes activités. J'ai commencé à arrêter de prendre des nouvelles personnes en consultation. J'ai commencé vraiment à mettre beaucoup plus d'énergie dans l'écriture de la formation. J'avais même déjà commencé l'été, à vrai dire. Et puis, je suis partie en Indonésie. Je suis partie en Ok. Indonésie pour vraiment, on va dire, me mettre dans un autre contexte. Je suis partie avec l'équipe avec laquelle je travaille, parce que pour moi, c'est aussi très important qu'on puisse se réunir quelques fois dans l'année pour se voir en vrai, parce qu'on est tous nomades digitaux. Mhm. Et puis, ça a été la meilleure décision de ma vie, parce que c'est vrai que ce qui est très pratique, donc c'était à Bali. Et ce qui est très pratique à Bali, c'est que tu manges très 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 bien, et c'est que quand tu as envie de travailler sur un projet, il y a d'excellents espaces de coworking. Et c'est bête, mais de pas avoir à cuisiner, mais malgré tout, quand tu manges, c'est super sain. Pour moi, c'était un gain de temps de fou, et ça m'a permis de faire du 7h-22h sur ma formation pendant 2 mois non-stop, donc vraiment Ok. d'envoyer pour tout préparer. Et puis après, écoute, voilà, après, si tu veux, ça se fait étape par étape, c'est-à-dire, tiens, quelle plateforme je vais prendre pour héberger ma formation, puis tiens, comment je vais en parler, puis en fait, j'en ai parlé depuis le début, à vrai dire, à ma Ouais. communauté. Ça faisait quasiment 1 an que je leur en parlais, que je leur disais, tiens, j'aimerais faire ça, puis j'avais leur retour, et puis voilà, je les questionnais, donc je les ai très vite intégrés dans ce process. Je pense que c'est important aussi, ça, de parler du process. Complètement. Mais voilà, ça s'est fait progressivement. Puis disons que depuis donc novembre, je suis vraiment à 80% sur EG pour créer vraiment une formation qui soit top qualité. Ok, super. Et je voulais même peut-être un peu plus de détails. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que tu as une dizaine de modules, c'est ça? J'ai 5 gros modules, mais ils sont assez denses. Par exemple, le premier module, c'est un module qui dure 2 mois. Qui Ok. est très scientifique, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est important dans la nutrition, c'est d'avoir une approche qui est très holistique, donc très globale, Mhm. et ou intégrative. Tous ces mots veulent dire exactement la même chose. Et en gros, Ok. je voulais qu'il y ait une approche diététique, c'est-à-dire, OK, les macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides, les micronutriments, les vitamines, les oligo-éléments. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on les trouve? Quels sont les signes de carence? Comment construire son propre programme nutritionnel? C'est-à-dire, je veux perdre de la graisse, je veux prendre du muscle, je veux me stabiliser. Voilà, déjà, tout ça, c'est dans le premier module. Il y a aussi une vision un peu anatomique du corps humain, dans le sens où comprendre son système digestif, c'est important. Mais là aussi, j'essaie d'apporter une vision un peu orientale, c'est-à-dire que nos organes sont aussi liés à nos émotions, et inversement. Et donc, il était important aussi pour moi d'apporter cette touche-là. Donc, tout ça, c'est le premier module. Le deuxième module, on est plus sur la vision naturopathique de la nutrition, c'est-à-dire une vision qui est un petit peu plus sur la longévité, sur l'équilibre acido-basique, sur voilà, vraiment les préceptes naturopathiques qu'on peut intégrer dans la nutrition, les combinaisons alimentaires, les différents profils, ce genre de choses. Le troisième module, c'est la nutrition holistique, c'est-à-dire que nos choix alimentaires impactent énormément notre environnement. Et puis, il y a aussi une symbolique alimentaire, c'est-à-dire que des fois, on va avoir des envies de certains aliments, ça peut manifester quelque chose. Et puis, on va avoir aussi l'aspect de qu'est-ce qui me nourrit. Je me nourris pas que de ce qu'il y a dans l'assiette, donc j'essaie d'aborder tout ça. Et dans les modules 4 et 5, on est plus dans des modules, j'ai envie de dire pratico-pratiques, où c'est un petit peu comment cuisiner sainement, quelle eau choisir, comment avoir une autre bonne qualité, quels sont les ustensiles de cuisine à avoir.
Et puis dans le 5e module, c'est tout ce qui est hors nutrition, mais qui a un impact considérable sur notre santé, donc à savoir les techniques respiratoires, la gestion du stress, la gestion émotionnelle, le sommeil, l'activité physique. Et donc je donne pas mal d'outils ou de vidéos pratico-pratiques pour que les gens puissent passer à l'action. Ok. Et donc ça c'est plutôt sous format live où tu expliques les choses ou c'est plus des vidéos que tu as préenregistrées et donc que tu diffuses au fur et à mesure? Donc les modules se débloquent au fur et à mesure parce qu'en fait, ce que j'aborde dans le premier module est nécessaire pour comprendre la suite, par exemple. Et puis c'est des vidéos que j'enregistre, donc c'est vraiment une vraie formation en ligne où je fais mon petit cours, j'ai mon petit tableau. Surtout dans le module 1, je fais beaucoup de schémas parce que j'essaie vraiment de vulgariser tout ça. Et même s'il y a des médecins, même s'il y a des infirmiers, et énormément d'infirmiers, des naturopathes, des diététiciens qui suivent ma formation, pour moi, il est essentiel que ça reste compréhensible et qu'une personne qui débute puisse la comprendre. Donc voilà, j'ai mes petits schémas. Il y a toujours un support de cours très complet aussi, dans lequel je mets toutes mes sources scientifiques ou ma bibliographie évidemment. Ok. Puis j'ai des vidéos bonus tous les mois, c'est-à-dire que je réponds aux questions notamment, c'était un peu le package pour la première promo, c'est-à-dire les premières personnes qui ont décidé de me faire confiance sur cette formation. Ils peuvent en direct me poser toutes leurs questions par rapport au module. Donc je fais une vidéo bonus un peu live, on va dire, où je réponds à toutes ces questions et ensuite je la poste sur la formation. Du coup, toutes les personnes peuvent la voir. Et ça permet d'avoir encore un complément d'information par rapport à la formation initiale. Ok. Voilà. Moi, je t'ai connue sur Instagram il Oui. y a, je dirais, une petite année maintenant. Mmh. Donc là, aujourd'hui, tu as quasiment 18 000 followers, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Et je voulais savoir, pour revenir un petit peu sur ta journée type, quelle place la communication sur tes réseaux sociaux prend? Est-ce que tu fais ça sur un temps bien précis ou est-ce que c'est vraiment un feeling? Comment tu arrives à gérer ce temps en fait? Parce que ça prend énormément de temps, je trouve, d'être sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. 2 choses. La première, c'est que j'ai toujours marché au feeling. Si tu regardes mes posts, si tu regardes mes podcasts, je ne poste jamais au même moment, je ne poste jamais à la même heure. Je suis l'exception qui confirme la règle de la régularité, tu sais, cette règle où on dit: «Il faut que tu postes tous les jours, il faut que tu fasses tes podcasts Ouais. toutes les semaines, il faut que tu fasses des live temps». J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça et d'ailleurs ça, c'est un conseil que je donne beaucoup aux entrepreneurs qui des fois me questionnent. C'est, OK, je peux comprendre qu'on a envie, d'avoir du monde sur ses réseaux, je peux comprendre qu'on a envie de faire tourner notre business, mais si vous faites les choses pour faire les choses, ça aura beaucoup moins d'impact que si vous faites les choses avec l'envie et j'ai même envie de dire avec le cœur. Et Ouais. pour le coup, j'en suis la preuve vivante, c'est que j'ai jamais fait un podcast parce que je me disais: «Ah, il faut que je poste un podcast» ou alors, un post Instagram, des fois j'ai pas posté pendant 6 semaines et il m'est arrivé en une semaine de faire, 10 posts parce que j'étais au taquet et que j'avais envie de partager plein de choses et du coup, ben, ça a été comme ça et c'est OK et la preuve, ça m'a pas empêché, alors c'est pas non plus une communauté énorme, mais n'empêche il y a 1 an, quand j'avais 2 000 abonnés, j'aurais jamais pensé, on m'aurait dit: «Dans 1 an, tu auras 18 000», j'y aurais pas cru, tu vois? Ouais. Et en fait, je me suis toujours laissé guider par, mon envie. Alors ça, mon Dieu, si tous les instagrammeurs pouvaient m'entendre, par la valeur que je voulais apporter aux gens. C'est-à-dire que quand je poste, je me dis: «OK, qu'est-ce que je vais apporter aux gens? Quelle est la valeur que je leur apporte?» Dans le sens où je vois tellement de posts de gens qui veulent absolument poster, 3 fois par jour, où, ils reprennent du contenu des autres qu'ils remettent sur leur mur. Excuse-moi, hein, mais des fois, c'est un peu la sensation de je poste pour poster. Pour moi, c'est la pire erreur parce qu'en Ouais. fait, je trouve que tu perds en crédibilité, et puis alors bon, voilà, après pour revenir à moi, c'est vraiment pas ma façon de faire. Moi, j'ai envie de poster quand j'ai un truc à dire, j'ai envie de poster quand j'ai envie de le dire et des fois, je vais passer 3 heures sur Insta à répondre aux gens et des fois, je réponds pas parce que j'ai pas le temps et que je suis prise dans d'autres choses et en fait, alors pour le coup, j'ai vraiment fait la paix avec ça. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, n'importe quoi, il y a 6 mois même encore, j'ai été beaucoup dans le tourbillon infernal des réseaux sociaux où quand tu ouvres ton Instagram, tu peux pas t'empêcher de répondre à tout le monde, tu peux pas t'empêcher de faire des réponses individualisées. Et ma grosse erreur aussi, c'est que j'ai eu de la chance, j'ai pas été très confrontée à ça, mais j'ai quand même la langue bien pendue et donc des fois j'ai pas peur de crier haut et fort mes convictions et ça peut déranger certains. Et forcément, tu vas toujours avoir 2-3 personnes qui vont dire: «Oui, mais tu te rends compte, tu as 18 000 abonnés, tu peux pas dire ça». Je dis: «Non mais justement, c'est bien parce que j'ai 18 000 abonnés que, j'ai envie de partager, mon point de vue». J'ai envie de te dire le temps, mais aussi donc quand je dis le temps, c'est le temps qui avance, mais aussi le manque de temps et le fait que tu es sur, de plus en plus, 1 milliard de projets, qui fait qu'à un moment donné,
tu lâches prise par rapport à des Ouais. gens qui interprètent à leur manière. Moi, en fait, je pense qu'on est beaucoup, surtout les personnes qui nous écoutent, si elles commencent sur les réseaux sociaux, on tombe au début dans le piège des personnes qui peuvent peut-être nous critiquer et du coup, on se sent obligé de leur répondre parce qu'on se dit non, mais attends, t'as pas compris ce que je voulais dire, voilà mon point de vue. Mais en fait, il Oui. faut vraiment se libérer du fait que la personne qui te critique, elle renvoie que sa propre perception des choses et et en fait, elle ne t'écrit que à travers son filtre. Et en fait, à un moment donné, il faut se dire, ok, moi j'ai suffisamment de contenu et j'ai suffisamment expliqué en story le pourquoi du comment de mon point de vue. Après, si la personne, elle a envie d'interpréter la chose et que selon moi, elle est peut-être à côté de la plaque par rapport à son interprétation, bah c'est pas grave en fait. Ça la regarde que elle et ça me regarde pas moi, tu vois. Il y a vraiment une dissociation à faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah en fait, je crois que j'ai jamais été aussi flex, j'ai envie de te dire, par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que si j'ai le temps d'échanger, j'échange très volontiers parce que j'adore échanger avec ma communauté et je sais que j'ai une communauté de fous qui est derrière moi et qui me soutient ouais, c'est vraiment mon leitmotiv. Et puis en même temps, bah des fois, t'as des petits perturbateurs ou t'as certains trolls, comme certains aiment les appeler. Bah c'est pas grave, ça me passe au-dessus. Et puis il faut pas perdre du temps sur ça en fait. C'est ça. C'est que je pense que là où on perd beaucoup de temps sur les réseaux, c'est qu'on peut vite perdre du temps, des fois à vouloir répondre à tout le monde ou à se justifier aux autres et c'est pas forcément nécessaire. Et puis ensuite, je pense aussi qu'il est important de se dédier encore une fois à un time block. La fan des time blocks, mais c'est de se dire ok là j'ai 1 heure, j'ai fait un gros post, j'ai beaucoup de mails, j'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup de commentaires. Je me donne 1 heure pour interagir avec un maximum de personnes et dans 1 heure j'arrête, je ferme et tant pis si je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il faut pas oublier que c'est du contenu 100% gratuit et les gens doivent aussi comprendre que ben voilà tout ça demande énormément de temps, d'énergie et qu'on peut pas être à disposition 100% du temps. Donc il faut pas avoir peur de poser les limites. Moi ça m'arrive avec ma communauté aussi, c'est-à-dire que j'ai parfois des personnes qui me disent ah au fait les graines de lin comment je les mange et puis d'ailleurs à propos les graines de chia et des fois dans un message ça m'arrive vraiment 12 questions. Ouais. Et en fait, là, je fais une capture d'écran, je la poste en story et je dis juste, comprenez que c'est pas possible. 1, je peux pas vous faire une consultation sur Instagram, c'est ni professionnel, ni mon envie. Et 2, si je fais ça avec tout le monde, bah, en fait, je passe 10 heures sur Instagram. Donc, j'estime que je passe suffisamment de temps pour vous créer un maximum de contenu gratuit. Et c'est ma volonté, parce que c'est vraiment une mission pour moi de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. Mais à un moment donné, il faut mettre la limite. Et je pense que peu importe le créateur de contenu, peu importe la thématique, il est très important d'être au clair avec sa mission et pourquoi on fait les choses. Et à un moment donné, quand on sent qu'on se fait bouffer, c'est ok, est-ce que là, ce que je fais, ça va apporter vraiment de la valeur et ça correspond à la mission que je me suis donnée, ou est-ce que je suis juste en train de barboter en répondant à 45 messages qui, ok, ça va apporter de la valeur de manière unitaire, j'ai envie de dire, ça va apporter de la valeur à 40 personnes, mais est-ce que j'aurais pas meilleur temps, en fait, de reprendre ces questions et d'en créer du contenu qui va non pas servir à 40 personnes, mais à des milliers, tu vois? Ouais. Et très souvent, quand on veut répondre vraiment à tout le monde ou qu'on veut, voilà, parfois rentrer dans des explications pas possibles par message, c'est qu'on a peut-être peur de pas être aimé, on a peut-être peur qu'on se dise oh, elle m'a même pas répondu, elle a pris la grosse tête, ou qu'on a peur de ça. Mais ça, c'est juste un travail sur soi à faire, sur sa valeur, sur la confiance en soi, sur les limites qu'on est capable de poser. Et c'est pour ça que quand on est entrepreneur, pour moi, entrepreneuriat va d'office avec développement personnel. Complètement. Parce que de toute façon, on est confronté à un moment donné à des choses, à des blocages. Et si tu bosses pas sur toi, ben, t'avances pas. Donc voilà. Ok, très très beau message. Ensuite, je voulais que tu nous expliques un peu plus comment tu as appréhendé le début de tout ça, de ta création d'entreprise. Dans quel processus tu as été? Est-ce que tu as eu peur sur certaines choses? Comment tu te sentais en fait? Écoute, j'ai peut-être un profil un peu différent des entrepreneurs qui vont lancer leur start-up ou lancer leurs produits et ils savent déjà qu'ils veulent faire ça. Moi, à la base, je suis thérapeute et du coup, je me suis retrouvée portée par un élan qui venait du fond de mes tripes, du fond du cœur, par une frustration énorme de me dire, bah, comme je te le disais au début, je peux pas continuer de voir les gens dans cet état de santé et me cantonner à des consultations qui quand même sont cher payées en Suisse. Je me suis dit, il faut que je fasse autrement. Donc ça m'a amenée à faire du contenu en ligne et à dépasser ma peur parce que pour moi, j'étais anti-réseaux sociaux. Quand je dis anti, c'est que j'avais peur de me faire bouffer par les réseaux sociaux, de manquer de temps, etc. J'avais vraiment peur de ça. Peur de me dévoiler aussi. C'est-à-dire que quand tu te retrouves face à ton micro et que tu sais que tu as des personnes qui vont t'écouter, pardon, tu dis mince, j'ai pas le droit à l'erreur, alors que c'est faux, en fait, on a complètement le droit à l'erreur, mais c'est l'idée que j'avais il y a 2 ans, quand je me suis lancée dans les podcasts. Et puis en fait, tu as le podcast, puis
si tu veux, j'avais pas il y a 2 ans cette idée claire de: «Waouh, je vais créer une académie et voilà le process et dans 1 an je fais ça et dans 2 ans je fais ça». Ça a plus été: je fais mon podcast, ah et puis les gens me demandent un e-book, ah et puis tiens, je vais faire un live santé tous les lundis pour répondre aux questions de mes auditeurs et pour être plus proche de ma communauté. Ah tiens, je vais créer une académie. Donc tout s'est fait progressivement en fait, tu vois? Et à un moment donné, ben, qu'est-ce qui se passe pour ma création de société? Parce que c'est vrai que du coup, je suis passée d'un statut auto-entrepreneur à devoir créer une société. Ben, c'est tout simplement que ton activité, elle grossit, que tout d'un coup, tu dois payer des gens, que tout d'un coup, tu as de plus en plus de frais. Donc tu te rends compte que c'est vachement plus intéressant d'avoir une société. Et puis ça s'est fait un peu sur le tas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu mon envie et mon élan de OK, voilà ce que je veux faire, voilà ma mission et il va y avoir une académie. Et puis après, c'est OK maintenant, comment je dois m'organiser au niveau comptable, au niveau, voilà, entreprise, au niveau, est-ce que je prends des freelance, est-ce que je prends des salariés? Enfin bref, il y a un peu tout qui se pose à la dernière minute. Donc, pour moi, pour ma part, tout s'est fait là en 2020 où il y a eu la création de société, où, ben, je travaillais déjà donc avec des freelance, pour, le graphisme, pour, ben, tout ce qui est, service client, service après-vente aussi, j'ai envie de dire. Avec, voilà, quelqu'un qui me fait mes vidéos, qui les monte et cetera. Donc au final, c'est plus comment dire? Sur la création de ma société, c'est plus, j'ai pas vraiment eu le choix, en fait. J'ai dû faire les choses qui s'imposaient pour faire grandir mon activité et pour pouvoir réaliser, en fait, ce projet de formation en ligne. Ouais. Voilà, donc après, je sais pas si ça répond à ta question, mais n'hésite pas si tu veux si voilà, s'il y a des thématiques spécifiques que tu veux que j'approfondisse. Non, non, c'est clair. En plus, c'est intéressant parce que tu nous expliques vraiment que pas les choses te sont tombées dessus, mais t'as vraiment fait au feeling comment tu sentais les choses et t'avais pas du tout une approche, on va dire, plus business. Ah bah je vais faire ça parce que ça marche. Ah bah je vais publier tous les jours à telle heure parce que c'est la Tout meilleure à fait. heure et qu'il faut publier tous les jours. Ce genre de choses, quoi. Tu sais, je vais être honnête, enfin, je suis honnête avec toi depuis le début, mais il y a vraiment un truc qui me vient là quand je te parle, c'est que je suis convaincue que, en fait, si tu veux, des fois, je suis vraiment surprise de voir le taux d'écoute des podcasts. Dans le business, on parle de taux de transfo, c'est-à-dire que quand tu mets une offre, en général, on te dit, si tu proposes à ta communauté un produit, t'en as 5% qui va acheter, ou alors 1 à 2% selon, voilà, les trucs que tu fais. Mm. Le taux de transfo pour mon académie, c'était du 25%. Et j'ai complètement halluciné, en fait. Et si tu veux, j'ai jamais pourtant été dans tout ce que te disent les marketeurs ou tout ce que te disent les coachs. Par contre, s'il y a bien un truc que j'ai toujours fait, c'est d'écouter mon instinct et c'est de comment dire. En fait, je me suis mise au service des besoins de ma communauté. Ouais, c'est ça. T'as bien écouté ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient besoin pour ensuite t'adapter toi. Exactement. Je me suis mise au service de leurs besoins et puis surtout, je sais pas comment te dire, je me suis vraiment c'est venu à moi plus que moi qui ai été chercher, tu vois? Mm. Et je pense que la plus grosse erreur dans l'entrepreneuriat, c'est de vouloir à tout prix trouver le filon, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui font ça, et c'est triste à dire, hein, même dans la nutrition, dans la santé, j'en vois beaucoup qui sont qui rêvent de rouler en Maserati, qui vendent des formations, etc. Et je suis pas sûre que ça marche super bien pour eux. Ouais. Pas parce que leur produit n'est pas bon, je suis convaincue qu'ils apportent beaucoup de valeur aux gens, qu'ils ont de très bons produits, mais c'est parce que énergétiquement, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est comme les personnes qui croient en la loi de l'attraction. Tu peux dire tous les jours ton petit mantra de voilà ce que tu désires, voilà ce que tu visualises, machin. Si t'as pas l'émotion de gratitude, si t'as pas l'émotion d'amour, de confiance, voilà, c'est cette émotion qui fait que tu te sens chargé quand tu le fais, ça peut pas prendre, tu vois. Et là, je pense que dans mon activité, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que j'ai été drivée par ma passion, j'ai été drivée non pas par une envie de créer un business, mais par une mission. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et je pense que c'est ce qui explique que, bah, même sans poster à heure régulière ou en étant parfois très présente et des fois plus du tout présente, ben ça marche parce qu'en fait, énergétiquement, il se passe autre chose. Ouais. J'en suis convaincue aussi. Ouais, voilà. Donc, pour moi, c'est ça c'est plus ça le secret. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Surtout si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde avec les prochains invités, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine avec la deuxième partie de cet épisode. Salut!